Au printemps 1945, alors que Berlin brûlait et que le Troisième Reich s'effondrait en ruines, un homme se tenait plus près d'Adolf Hitler que presque n'importe qui. Ce n'était pas un général, ce n'était pas un conseiller politique, c'était un pilote. Hans Bohr avait piloté Hitler à travers l'Europe pendant plus de 15 ans, étant le témoin de conversations, de décisions et de moments qui allaient façonner le cours de l'histoire. Lorsque la guerre prit fin et que les interrogateurs alliés mirent enfin la main sur lui, ils posèrent une question simple. Qu'avez-vous vu? Ce que Bohr révéla allait remettre en question des hypothèses, combler des lacunes historiques et fournir l'un des portraits les plus intimes des dernières années de Hitler jamais enregistrés. Voici l'histoire de l'homme qui pilotait le Führer et des secrets qu'il transporta du cockpit à la cellule de prison. Hans Bohr n'était pas un nom connu pendant la Seconde Guerre mondiale, et il est à peine connu aujourd'hui. Pourtant, pendant 16 ans, de 1933 à 1945, il occupa l'une des positions les plus insolites de l'Allemagne nazie. Pilote personnel en chef d'Adolf Hitler. Ce n'était pas seulement un rôle technique. Bohr emmenait Hitler en avion à des réunions secrètes, des conférences militaires, des rassemblements politiques et des inspections sur le front. Il était présent lors des moments critiques de planification et de prise de décision. Il entendait des conversations qui ne figuraient jamais dans les archives officielles. Il voyait Hitler dans des moments privés, sans garde, que peu d'autres ont pu observer. Contrairement à de nombreux nazis de haut rang qui moururent pendant la guerre ou se suicidèrent, Bohr survécut. Il fut capturé par les forces soviétiques en mai 1945, longuement interrogé et détenu dans les prisons soviétiques pendant près d'une décennie. Après sa libération en 1955, il publia ses mémoires, offrant un récit détaillé de ses années dans le cercle rapproché de Hitler. Mais quelle part de ce qu'il dit était vrai, quelle part était une réécriture intéressée, et que révéla réellement son témoignage sur l'homme qu'il servit? Pour comprendre la signification des révélations de Bohr, nous devons commencer par le début, avec la question de savoir comment un pilote ordinaire devint l'une des figures de confiance de l'entourage de Hitler. Hans Bohr naquit en 1897 en Bavière, en Allemagne. Il grandit dans une famille ouvrière et montra un intérêt précoce pour l'aviation, un domaine encore à ses balbutiements. Pendant la Première Guerre mondiale, Bohr servit comme pilote dans le service aérien de l'armée impériale allemande, effectuant des missions de reconnaissance et de combat. Il était compétent, discipliné et survécut à la guerre. Un accomplissement en soi compte tenu des taux de perte élevés parmi les premiers pilotes militaires. Après la guerre, Bohr passa à l'aviation civile. Il devint pilote commercial pour la Lufthansa, la compagnie aérienne nationale allemande, et acquit rapidement une réputation de fiabilité et de précision. Au début des années 1930, il était considéré comme l'un des meilleurs pilotes d'Allemagne. C'est cette réputation qui attira sur lui l'attention du parti nazi. En 1933, Adolf Hitler venait de devenir chancelier d'Allemagne. Le parti nazi consolidait son pouvoir et Hitler devait voyager fréquemment à travers le pays pour prononcer des discours, assister à des rassemblements et rencontrer des responsables du parti. Le voyage aérien était le moyen le plus rapide de parcourir de vastes distances, mais il était aussi risqué. Hitler avait besoin d'un pilote en qui il pouvait avoir une confiance absolue, quelqu'un ayant des compétences techniques, des nerfs d'acier et une loyauté absolue. Bohr fut recommandé par des responsables de la Lufthansa et par des membres de la sécurité de Hitler. En mars 1933, il fut convoqué pour rencontrer Hitler personnellement. L'entretien fut bref. Hitler interrogea Bohr sur son expérience de vol, ses opinions politiques et sur sa capacité à garder des secrets. Bohr, qui n'était pas encore membre du parti nazi, répondit prudemment. Il affirma plus tard dans ses mémoires qu'il était apolitique à l'époque uniquement concentré sur l'aviation. Que cela fût vrai ou une révision opportuniste est discutable. Ce qui est certain, c'est que Hitler l'engagea sur le champ. À partir de ce moment, la vie de Bohr changea à jamais. On lui confia le commandement de l'avion personnel de Hitler, un trimoteur Junkers Ju-52 surnommé Immelmann II, d'après un célèbre as de chasse allemand.
Bohr fut chargé non seulement de piloter, mais aussi de gérer toute l'organisation des voyages aériens de Hitler, y compris la sécurité, la logistique et la formation des pilotes de réserve. Il reçut le grade de SS Gruppenführer, équivalent à celui de général de division, et fit partie de l'entourage immédiat de Hitler. Mais ce qui rendait Bohr particulièrement précieux n'était pas seulement sa capacité à piloter, c'était sa proximité. Les pilotes passent des heures dans des espaces confinés avec leurs passagers. Ils entendent des conversations. Ils observent les comportements. Ils deviennent des confidents. Et Bohr, que ce fût par dessein ou par les circonstances, devint l'une des rares personnes à qui Hitler semblait faire réellement confiance. Comment était-ce de voler avec Adolf Hitler ? Selon les mémoires de Bohr, Hitler était un passager nerveux, surtout par mauvais temps. Il restait assis raide sur son siège, agrippant les accoudoirs et demandait fréquemment à Bohr des informations sur les conditions de vol. Hitler détestait les turbulences et demandait parfois à Bohr de voler à plus basse altitude pour les éviter, même si cela signifiait un temps de vol plus long. Mais une fois en l'air et rassuré, Hitler se détendait. Bohr le décrivait comme loquace pendant les vols, discutant souvent de politique, de stratégie militaire, d'architecture et d'histoire. Hitler demandait parfois l'opinion de Bohr sur divers sujets, bien que Bohr affirmait toujours s'en défendre, insistant sur le fait qu'il n'était qu'un pilote, pas un politicien. Si Hitler respectait cette limite ou appréciait simplement d'avoir un auditoire captif n'est pas clair. Bohr fut témoin de près des routines quotidiennes de Hitler. Il décrivit un homme obsédé par la ponctualité en ce qui concernait ses apparitions publiques, mais qui avait des horaires irréguliers en privé. Hitler veillait souvent tard dans la nuit pour tenir des réunions ou regarder des films et se levait tard le matin. Bohr devait ajuster ses horaires de vol en conséquence, attendant parfois des heures que Hitler soit prêt à partir. L'un des aspects les plus frappants du récit de Bohr est sa description des relations de Hitler avec son cercle rapproché. Bohr affirma que Hitler se méfiait profondément de la plupart des gens, mais avait un petit groupe d'individus sur lesquels il comptait complètement. Cela incluait Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, Hermann Göring et Martin Bormann. Bien que Bohr nota que même ces relations étaient marquées par la manipulation et les luttes de pouvoir. Bohr décrivit aussi la colère de Hitler. Il se souvint de plusieurs occasions où Hitler avait explosé de rage lors de conversations privées, réprimandant des subalternes ou fulminant contre des trahisons perçues. Mais Bohr affirma que Hitler ne dirigea jamais cette colère contre lui personnellement, peut-être parce que Bohr maintenait une distance professionnelle et ne s'impliquait jamais dans les intrigues politiques. Une autre révélation des mémoires de Bohr concerne la santé de Hitler. Bohr remarqua que l'état physique de Hitler se détériora significativement pendant les années de guerre. Dès 1944, les mains de Hitler tremblèrent de manière notable. Il marchait voûté et semblait épuisé. Bohr attribua cela au stress et au surmenage, bien que les historiens pensent aujourd'hui que Hitler souffrait de la maladie de Parkinson, ainsi que des effets des divers médicaments que son médecin personnel, le docteur Theodor Morell, lui administrait quotidiennement. Bohr fournit aussi des détails sur les dispositions de sécurité de Hitler. Hitler était paranoïaque quant aux tentatives d'assassinat et Bohr était responsable de garantir la sécurité des vols de Hitler. Chaque avion était inspecté méticuleusement avant le départ. Des avions de réserve étaient toujours en attente. Les routes de vol étaient tenues secrètes jusqu'au dernier moment. Bohr lui-même portait en permanence une arme de poing et avait des ordres stricts pour empêcher quiconque non autorisé d'approcher l'avion de Hitler. Mais peut-être l'aspect le plus significatif de la proximité de Bohr avec Hitler était l'accès aux informations que cela lui donnait. Il était présent au quartier général de Hitler pendant des moments clés de la guerre. Il surprenait des sessions de planification. Il emmenait Hitler en avion à des rencontres avec des commandants militaires, des dignitaires étrangers et des responsables nazis. Il voyait de l'intérieur la machine du Troisième Reich, et après la guerre, les interrogateurs alliés voulaient tout savoir. À mesure que la Seconde Guerre mondiale progressait, le rôle de Hans Bohr devint de plus en plus important. Hitler voyagea constamment pendant les premières années de la guerre, visitant les quartiers généraux militaires,
inspectant les troupes et supervisant les opérations. Bohr l'emmena en avion en France occupée, sur le front de l'Est, en Italie et à divers endroits à travers l'Allemagne. Chaque vol était un défi logistique nécessitant une coordination minutieuse avec les forces militaires et de sécurité. L'une des missions les plus notables de Bohr eut lieu en juin 1940 lorsqu'il emmena Hitler en avion à Compiègne, en France, pour la signature de l'armistice avec la France. Ce fut un moment de triomphe pour Hitler, l'aboutissement de la victoire éclair de l'Allemagne sur la France. Bohr décrivit le vol comme calme et Hitler comme exceptionnellement joyeux. Hitler fredonnait même pour lui-même, chose que Bohr affirmait être rare. Mais à mesure que la guerre s'éternisait et que la fortune de l'Allemagne changeait, l'ambiance changea. Bohr décrivit les vols avec Hitler sur le front de l'Est en 1942 et 1943, où la réalité de la guerre d'usure contre l'Union soviétique devenait impossible à ignorer. Hitler était de plus en plus frustré, microgérant les opérations militaires et s'opposant à ses généraux. Bohr se souvint de vols où Hitler restait assis en silence, regardant par le hublot, perdu dans ses pensées. Dès 1944, la situation était devenue désastreuse. L'Allemagne perdait sur tous les fronts. Les bombardiers alliés pilonnaient les villes allemandes. Le débarquement en Normandie avait ouvert un second front à l'ouest. La santé de Hitler déclinait et son comportement devenait plus erratique. Bohr remarqua que Hitler passait plus de temps dans des bunkers souterrains et moins de temps à voyager. Les vols devinrent plus courts et moins fréquents. L'un des moments les plus éprouvants décrits par Bohr fut les suites de la tentative d'assassinat du 20 juillet 1944. Une bombe placée par le colonel Klaus von Stauffenberg explosa au quartier général de la Wolfschanze de Hitler en Prusse orientale. Hitler survécut avec des blessures légères, mais l'explosion tua plusieurs officiers et laissa Hitler encore plus paranoïaque et vindicatif. Bohr n'était pas présent lors de l'explosion, mais il pilota Hitler peu de temps après. Il décrivit Hitler comme secoué, mais défiant, convaincu que la Providence l'avait sauvé pour une plus grande cause. Au début de 1945, il était clair que l'Allemagne faisait face à une défaite totale. Les forces soviétiques avancèrent depuis l'Est et les forces américaines et britanniques se rapprochaient depuis l'ouest. Hitler se retira dans son bunker à Berlin et Bohr le suivit. Le dernier chapitre de la guerre était sur le point de commencer et Bohr serait l'une des dernières personnes à voir Hitler en vie. En avril 1945, Berlin était encerclée. L'armée rouge soviétique pilonnait la ville sans relâche et les défenses allemandes s'effondraient. Adolf Hitler s'était retiré dans le Führerbunker, un complexe souterrain fortifié sous la chancellerie du Reich. C'est ici, dans des pièces exiguës et sombres, que Hitler allait passer ses derniers jours, et Hans Bohr était là avec lui. Le récit du bunker par Bohr est l'un des plus détaillés que nous ayons. Il décrivit une atmosphère surréaliste, un mélange de déni, de désespoir et de fatalisme. Le cercle rapproché de Hitler s'était réduit. De nombreux nazis de haut rang avaient fui Berlin ou tentaient de négocier des paix séparées. Ceux qui restaient étaient soit fanatiquement loyaux, soit piégés. Bohr décrivit Hitler comme physiquement diminué, mais essayant encore de projeter de l'autorité. Hitler tenait des briefings militaires quotidiens, déplaçant des armées imaginaires sur des cartes, donnant des ordres à des unités qui n'existaient plus. Bohr affirma que certains membres de l'état-major de Hitler l'humoraient tandis que d'autres préparaient discrètement leur évasion. L'un des aspects les plus controversés du témoignage de Bohr concerne l'état d'esprit de Hitler dans les derniers jours. Bohr affirma que Hitler resta convaincu presque jusqu'à la fin que l'Allemagne pouvait encore gagner. Hitler parlait d'armes secrètes, de forces de secours, d'un renversement miraculeux. Bohr trouvait cette illusion troublante, mais ne disait rien. Il admit plus tard qu'il aurait dû réaliser que Hitler avait perdu le contact avec la réalité. Le 28 avril 1945, Hitler apprit que Heinrich Himmler avait tenté de négocier une reddition avec les alliés occidentaux. Hitler entra dans une rage, dénonçant Himmler comme un traître. Le même jour, Hitler épousa sa compagne de longue date, Eva Braun, lors d'une brève cérémonie civile.
Bohr n'assista pas au mariage, mais vit Hitler et Braun ensuite. Il les décrivit comme calmes, presque résignés. Le lendemain, le 29 avril, Hitler dicta son dernier testament et son testament politique. Bohr faisait partie de ceux qui assistèrent à la signature du document. Dedans, Hitler blâmait la défaite de l'Allemagne sur la trahison des subalternes et la faiblesse du peuple allemand. Il nomma l'amiral Karl Dönitz comme son successeur et expulsa Himmler et Göring du parti nazi. Le 30 avril 1945, Hitler et Eva Braun se suicidèrent. Bohr n'était pas dans la pièce quand cela arriva, mais il était à proximité. Il décrivit plus tard avoir entendu un coup de feu, puis avoir été appelé pour voir les corps. Hitler s'était tiré une balle. Braun avait pris du cyanure. Bohr, avec d'autres membres de l'état-major de Hitler, aida à transporter les corps jusqu'au jardin de la chancellerie où ils furent aspergés d'essence et brûlés. La description de ce moment par Bohr est sombre et glaçante. Il affirma avoir ressenti un sentiment d'irréalité, comme s'il regardait les événements se dérouler à distance. Il exprima aussi un sentiment de soulagement que ce soit enfin terminé, mais le cauchemar n'était pas encore fini. Bohr et le personnel restant devaient maintenant trouver comment échapper au bunker avant l'arrivée des forces soviétiques. Après la mort de Hitler, le chaos régna dans le bunker. Le personnel restant se divisa en petits groupes, chacun tentant de s'échapper par les égouts et les tunnels sous Berlin. Hans Bohr rejoignit un groupe qui incluait le secrétaire de Hitler, Martin Bormann, et plusieurs officiers SS. Leur plan était de percer les lignes soviétiques et d'atteindre le territoire tenu par les Allemands à l'ouest. C'était un pari désespéré. Berlin était complètement encerclé et les soldats soviétiques étaient partout. Le groupe de Bohr se déplaça dans les tunnels sombres, essayant de rester silencieux et d'éviter la détection. À un moment, ils émergèrent à la surface et tentèrent de traverser un pont, mais les forces soviétiques ouvrirent le feu. Plusieurs membres du groupe furent tués sur le coup. Bohr fut blessé à la jambe et ne put continuer. Il s'effondra dans un cratère d'obus et fut trouvé par des soldats soviétiques le lendemain matin, le 2 mai 1945. Il fut fait prisonnier avec des dizaines d'autres Allemands capturés. Bohr pensa qu'il serait exécuté sur place. Au lieu de cela, il fut transporté à un quartier général militaire soviétique pour interrogation. Les soviétiques reconnurent immédiatement l'importance de Bohr. Son nom figurait sur une liste de cibles de haute valeur, des individus qui avaient été proches de Hitler et qui pourraient détenir des informations cruciales. Bohr fut interrogé longuement sur la mort de Hitler, l'emplacement de l'or nazi, les programmes d'armes secrètes et la localisation d'autres dirigeants nazis. Bohr coopéra jusqu'à un certain point. Il confirma que Hitler était mort et décrivit les circonstances de son suicide. Il fournit des détails sur les derniers jours dans le bunker, mais il retint aussi des informations, notamment sur les routes d'évasion et le sort de certaines personnes. Il affirma plus tard qu'il essayait de protéger des gens qui l'avaient aidé. Les soviétiques étaient sceptiques. Ils voulaient une preuve physique de la mort de Hitler, et Bohr ne pouvait la fournir. Les corps avaient été brûlés, et les restes étaient fragmentaires. Les forces soviétiques avaient récupéré ce qu'elles croyaient être les restes de Hitler, mais des doutes subsistaient. Staline lui-même était, dit-on, peu convaincu et ordonna des investigations supplémentaires. Bohr fut transféré à Moscou et détenu à la prison de la Loubianka, l'infâme siège du NKVD, la police secrète soviétique. Là, il fut interrogé à plusieurs reprises, parfois pendant des heures d'affilée. Les soviétiques utilisèrent diverses techniques, isolement, privation de sommeil, pression psychologique. Bohr décrivit plus tard ces séances comme épuisantes, mais dit qu'il ne fut jamais physiquement torturé. Avec le temps, Bohr fournit plus de détails. Il dessina des plans du bunker. Il identifia des photographies de responsables nazis. Il décrivit la santé, les habitudes et les derniers ordres de Hitler. Les interrogateurs soviétiques compilèrent des centaines de pages de témoignages, dont une grande partie resta classée pendant des décennies. Mais les soviétiques en voulaient plus. Ils soupçonnaient Bohr de connaître l'emplacement d'actifs nazis cachés, de l'or, des œuvres d'art, des documents. Bohr insistait pour dire qu'il ne savait rien de ces choses. Il n'était qu'un pilote. Il dit que les interrogateurs ne le croyaient pas. Hans Bohr passerait les 10 années suivantes dans des prisons et camps de travail soviétiques.
C'était une existence rude. Il fut détenu dans diverses installations à travers l'Union soviétique, souvent en isolement cellulaire. Les conditions étaient brutales. Nourriture inadéquate, pas de soins médicaux, température glaciale en hiver. La jambe blessée de Bohr ne guérit jamais correctement et il développa des problèmes de santé chroniques. Pendant cette période, Bohr fut interrogé périodiquement, mais l'intensité diminua au fil des années. Les soviétiques semblaient avoir extrait tout ce qui avait une valeur immédiate. Bohr passa la plupart de son temps en isolement avec peu de contact avec les autres prisonniers. Il dit plus tard qu'il s'occupait en reconstituant mentalement les vols qu'il avait effectués, se rappelant les routes, les points de repère et les détails pour garder l'esprit vif. En 1955, après la mort de Staline et un dégel général de la politique soviétique, un groupe de prisonniers allemands, dont Bohr, fut libéré en signe de bonne volonté envers l'Allemagne de l'Ouest. Bohr retourna en Allemagne après plus d'une décennie de captivité. Il avait 58 ans, était en mauvaise santé et entrait dans un monde qui avait continué sans lui. L'Allemagne de l'Ouest, en 1955, était un endroit très différent du Troisième Reich. Le pays se reconstruisait, concentré sur la reprise économique et l'intégration avec l'Ouest. Il y avait peu d'appétit pour revisiter en détail le passé nazi. Beaucoup d'anciens nazis s'étaient réintégrés discrètement dans la société. Bohr se trouva dans une position étrange. Il était connu pour son association avec Hitler, mais il n'était pas considéré comme un grand criminel de guerre. Il n'avait pas été impliqué dans des atrocités ou des décisions politiques. Il était, comme il l'avait toujours prétendu, juste un pilote. Mais Bohr avait une histoire à raconter. Et en 1956, il publia ses mémoires sous le titre « Ich flog mächtige der Erde » « J'ai piloté les puissants de la Terre ». Le livre fut un succès en Allemagne et fut plus tard traduit en plusieurs langues. Il offrit l'un des récits les plus détaillés d'un initié sur les dernières années de Hitler et devint une source clé pour les historiens étudiant cette période. Mais à quel point le témoignage de Bohr était-il fiable? Cette question est débattue depuis lors. Les mémoires de Hans Bohr contiennent de nombreuses révélations, certaines banales, d'autres choquantes. Il fournit des descriptions détaillées des routines quotidiennes de Hitler, de ses relations avec les figures nazies clés et de l'atmosphère dans le bunker pendant les derniers jours. Il fit aussi plusieurs affirmations qui ont suscité des débats parmi les historiens. L'une des révélations les plus significatives concerne le processus décisionnel de Hitler. Bohr affirma que Hitler était de plus en plus isolé de la réalité pendant les dernières années de la guerre. Il décrivit des cas où Hitler donnait des ordres basés sur des informations dépassées ou refusait d'accepter des rapports qui contredisaient ses attentes. Bohr suggéra que beaucoup des décisions militaires de Hitler en 1944 et 1945 étaient désastreuses précisément parce qu'il les prenait dans un vide informationnel entouré de lèche-bottes qui avaient peur de le contredire. Bohr fournit aussi des éclairages sur les luttes de pouvoir au sein du cercle rapproché de Hitler. Il décrivit des rivalités acharnées entre des figures comme Göring, Goebbels, Himmler et Bormann. Il affirma que ces hommes étaient plus intéressés à se positionner pour l'avenir qu'à servir les intérêts de l'Allemagne. Bohr se dépeignit comme étant au-dessus de ces intrigues, concentré uniquement sur son devoir de pilote. Des critiques ont remis en question cette auto-représentation, suggérant que Bohr était plus complice du régime nazi qu'il ne l'admettrait. Un autre aspect controversé des mémoires de Bohr est sa description du suicide de Hitler. Bohr confirma que Hitler s'était tiré une balle et qu'Eva Braun avait pris du poison. Mais il affirma aussi qu'il y eut une confusion immédiate après sur ce qu'il fallait faire des corps. Il décrivit une scène chaotique avec des gens se disputant pour savoir s'il fallait enterrer les corps ou les brûler, et s'il fallait essayer de les préserver. Ce récit a été corroboré par d'autres témoins, donnant de la crédibilité au témoignage de Bohr sur ce point. Bohr aborda aussi la question de savoir si Hitler aurait pu s'échapper de Berlin. Il affirma catégoriquement que l'évasion était impossible au 30 avril 1945. Le bunker était encerclé, les forces soviétiques se rapprochaient et toute tentative de fuite aurait abouti à la capture ou à la mort. Bohr rejeta comme absurdes les théories du complot selon lesquelles Hitler aurait survécu et fui vers l'Amérique du Sud ou ailleurs.
Il avait vu le corps. Il avait aidé à le brûler. Hitler était mort. Mais la crédibilité de Bauer a été remise en question sur plusieurs points. Certains historiens ont noté que ses mémoires contenaient des erreurs factuelles et des incohérences. Par exemple, Bauer confondait parfois des dates ou identifiait mal des individus. Il avait aussi tendance à minimiser sa propre implication dans le régime nazi, se présentant comme un professionnel apolitique qui s'était simplement retrouvé pris dans les événements. De plus, Bauer n'a jamais vraiment assumé les implications morales de son service auprès de Hitler. Il exprima des regrets concernant la guerre et la défaite de l'Allemagne, mais il parla rarement de l'Holocauste ou des atrocités commises par le régime nazi. Dans ses mémoires, il se concentra presque entièrement sur son rôle de pilote et ses observations de Hitler, évitant les questions difficiles sur la complicité et la responsabilité. Des critiques ont aussi souligné que Bauer bénéficia financièrement de ses mémoires. Le livre fut un best-seller et Bauer donna de nombreuses interviews et conférences sur ses expériences. Certains ont suggéré qu'il avait adapté son histoire pour qu'elle soit aussi sensationnelle que possible, mettant l'accent sur des moments dramatiques et des détails d'initiés tout en omettant ou en minimisant tout ce qui pourrait l'impliquer dans des crimes de guerre. Malgré ces controverses, les mémoires de Bauer restent une source historique importante. Elles offrent une perspective unique sur Hitler et les derniers jours du Troisième Reich. Et beaucoup de ces affirmations ont été vérifiées par d'autres sources et des documents déclassifiés. Les historiens continuent d'exploiter son témoignage pour obtenir des informations, même s'ils l'approchent avec le scepticisme approprié. Alors, qu'a réellement révélé Hans Bauer après la guerre ? Que pouvons-nous apprendre de son témoignage que nous ne pourrions apprendre ailleurs ? Premièrement, Bauer a fourni un portrait intime de Hitler en tant que personne, pas seulement en tant que figure historique. Il a décrit les particularités, les peurs, les routines de Hitler. Il nous a montré un homme qui était paranoïaque à l'idée de voler par mauvais temps, qui veillait tard pour regarder des films, qui pouvaient être charmants un instant et terrifiants le suivant. Ces détails qui humanisent n'excusent pas les actions de Hitler, mais ils nous aident à comprendre comment il fonctionnait au quotidien. Deuxièmement, Bauer a confirmé de nombreux détails sur les derniers jours dans le bunker qui seraient autrement restés flous. Ces descriptions du déclin physique de Hitler, de ses plans militaires délirants et du chaos après son suicide ont été corroborées par d'autres témoins et sont maintenant acceptées comme historiquement exactes. Le témoignage de Bauer a aidé à établir la chronologie des événements et à clarifier ce qui s'est passé pendant ces dernières heures chaotiques. Troisièmement, Bauer a mis en lumière les rouages de l'entourage de Hitler. Il a décrit les luttes de pouvoir, les rivalités, la peur qui imprégnait le cercle rapproché de Hitler. Il a montré comment le style de leadership de Hitler, basé sur la manipulation et la tactique du diviser pour régner, créait un environnement toxique où la loyauté était exigée, mais la confiance impossible. Quatrièmement, le témoignage de Bauer a été précieux pour démonter les théories du complot. Son insistance sur le fait que Hitler était mort dans le bunker, qu'il n'y avait pas eu d'évasion secrète, a été importante pour contrer des mythes persistants. Bien que certaines personnes croiront toujours à des récits alternatifs, le témoignage de première main de Bauer, combiné à d'autres preuves, a aidé les historiens à établir les faits. Enfin, l'histoire de Bauer soulève d'importantes questions sur la complicité et la responsabilité. Il n'était pas un décideur politique. Il n'a pas conçu l'Holocauste. Il n'a pas donné d'ordre militaire. Mais il a servi Hitler loyalement pendant 16 ans, facilitant ses voyages et ses opérations. Il a vu de près la machine de l'État nazi et n'a rien dit. Après la guerre, il a exprimé des regrets concernant la défaite de l'Allemagne, mais pas concernant son propre rôle. Son cas illustre les complexités morales du régime nazi, où des individus ordinaires firent des choix qui, cumulativement, permirent un mal extraordinaire. Les révélations de Hans Bauer ont fait l'objet d'un débat historique approfondi. Certains chercheurs le voient comme un témoin généralement fiable, dont le témoignage fournit des informations précieuses sur les dernières années de Hitler. D'autres sont plus sceptiques, soulignant le caractère intéressé de ses mémoires et les erreurs factuelles qu'elles contiennent. Un point majeur de discorde est l'affirmation de Bauer selon laquelle il était apolitique.
Les historiens ont trouvé des preuves que Bohr était en fait membre du parti nazi et de la SS, et qu'il participait à des activités du parti. Bien qu'il n'ait peut-être pas été engagé idéologiquement de la même manière que des figures comme Goebbels ou Himmler, il était clairement plus qu'un simple professionnel neutre faisant son travail. Un autre débat concerne la connaissance qu'avait Bohr des atrocités nazies. Bohr affirma qu'il savait peu de choses sur l'Holocauste et d'autres crimes, qu'il était concentré sur le pilotage et ne prêtait pas attention à la politique. Les historiens trouvent cette affirmation douteuse. En tant que membre du cercle rapproché de Hitler, avec accès à des conversations et documents de haut niveau, Bohr aurait su au moins les grandes lignes de ce qui se passait. Son ignorance professée ressemble plus à une évasion délibérée qu'à une innocence réelle. Il y a aussi un débat sur l'exactitude de détails spécifiques dans les mémoires de Bohr. Certaines de ces descriptions ont été confirmées par d'autres sources, mais d'autres ne peuvent pas être vérifiées. Les historiens doivent donc utiliser son témoignage avec prudence, en le recoupant avec d'autres récits et en le traitant comme une pièce d'évidence parmi d'autres, pas comme une vérité définitive. Malgré ces débats, le témoignage de Bohr a eu un impact durable sur notre compréhension du Troisième Reich. Ses mémoires ont été citées dans d'innombrables livres, documentaires et articles savants. Ces descriptions des derniers jours de Hitler ont façonné l'imagination populaire de la façon dont la guerre s'est terminée, et son histoire continue de fasciner plus de 70 ans après les faits. Après sa libération de la captivité soviétique et la publication de ses mémoires, Bohr vécut tranquillement en Allemagne de l'Ouest. Il donnait occasionnellement des interviews, mais restait largement à l'écart du public. Il n'occupa jamais d'autres postes professionnels et vécut des royalties de son livre et d'une modeste pension. Il mourut en 1993, à l'âge de 96 ans, l'un des derniers membres survivants du cercle rapproché de Hitler. Dans ces dernières années, Bohr fut parfois approché par des historiens et des journalistes qui voulaient discuter de ses expériences. Il coopérait généralement, mais restait constant dans son récit. Il était un pilote qui faisait son devoir, qui avait été témoin de l'histoire et qui n'avait aucun regret concernant sa conduite professionnelle. Qu'il l'ait vraiment cru ou que ce fût un mécanisme de défense psychologique, nous ne pouvons le savoir. L'histoire de Hans Bohr est à bien des égards une histoire de proximité et de perspective. Bohr passa 16 ans aux côtés de Hitler, plus près que presque n'importe qui. Pourtant, il affirma être resté détaché, concentré uniquement sur le pilotage. Il fut témoin d'événements marquants, mais insista sur le fait qu'il ne faisait que son travail. Il survécut à la guerre, raconta son histoire et vécut une longue vie, tandis que des millions d'autres périrent. Que pouvons-nous apprendre des révélations de Bohr? Premièrement, que l'histoire est souvent façonnée par des gens ordinaires dans des circonstances extraordinaires. Bohr n'était pas un cerveau ni un fanatique, c'était un technicien compétent qui fit des choix qui le placèrent au centre de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. Son histoire nous rappelle que la machine du mal nécessite non seulement des idéologues, mais aussi des professionnels, des administrateurs et des spécialistes qui en permettent le fonctionnement. Deuxièmement, le témoignage de Bohr illustre les défis de la mémoire historique. Après la guerre, de nombreux Allemands luttèrent avec la manière de se souvenir de la période nazie, comment reconnaître la culpabilité tout en avançant. Les mémoires de Bohr reflètent cette tension. Il fournit des informations précieuses, mais se livra aussi à de l'auto-justification. Il aida les historiens à comprendre ce qui s'est passé, mais forgea aussi un récit qui minimisait sa propre responsabilité. Troisièmement, l'histoire de Bohr soulève des questions sur la loyauté et le jugement. Il resta loyal envers Hitler jusqu'à la toute fin, même lorsqu'il devint clair que l'Allemagne se dirigeait vers une défaite catastrophique. Était-ce une dévotion admirable au devoir ou une cécité morale? Quand la loyauté devient-elle complicité? Ce sont des questions qui restent pertinentes aujourd'hui, chaque fois que des individus doivent décider s'ils doivent rester loyaux à des leaders ou des institutions engagées dans des actes répréhensibles. Enfin, les révélations de Bohr nous rappellent l'importance des perspectives multiples pour comprendre l'histoire. Aucun récit unique ne peut capturer toute la vérité d'événements complexes. Le témoignage de Bohr est précieux, mais il doit être lu parallèlement au témoignage des victimes, d'autres auteurs, d'observateurs neutres.
Ce n'est qu'en assemblant ces multiples perspectives que nous pouvons approcher une sorte de vérité historique. Hans Bauer pilotait le Führer depuis 16 ans. Il était là au début, quand Hitler accéda au pouvoir. Et il était là à la fin, quand l'empire de Hitler s'effondra en ruines. Il fut témoin de conversations, de décisions et de moments qui façonnèrent le cours du XXe siècle. Ce qu'il révéla après la guerre a aidé les historiens à reconstituer le puzzle des dernières années de Hitler. Mais ces révélations soulèvent aussi des questions inconfortables sur la complicité, la mémoire et les choix que des gens ordinaires font en des temps extraordinaires. L'homme dans le cockpit a tout vu. La question est, qu'a-t-il choisi de voir et qu'a-t-il choisi d'ignorer? Cette question, peut-être, est la révélation la plus importante de toutes. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires méconnues de l'histoire. Partagez vos réflexions dans les commentaires et à bientôt pour la prochaine.